Ok, ça fait 3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo, mes cartes SD m'ont toutes lâché, mais je vais quand même la faire. J'ai absolument tout fait. Mauvaise exécution, les blessures, les doutes, pendant des mois entiers, je ne me suis pas entraînée. Mais c'est ce qui m'a appris le plus. Donc dans cette vidéo, je vais te résumer mes 3 ans de salle de sport pour te faire part de toutes mes erreurs, que tu ne les fasses pas et du coup que tu gagnes du temps. Si tu as envie de commencer la salle mais que tu n'as aucune idée de par où commencer, t'es tombé sur la bonne vidéo. On va parler de ce que je mange, de comment est-ce que je m'entraîne, en te donnant évidemment ma liste de courses et mes séances précises, mais surtout de comment est-ce que je fais pour rester motivée même quand je n'ai pas envie d'aller m'entraîner. 3 ans c'est long, donc il y a énormément de choses à dire. Tout le monde aimerait commencer la salle, commencer le sport, et beaucoup ne se lancent pas simplement parce qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est vrai que sur les réseaux sociaux il y a énormément de désinformation. On te dit de manger des protéines en poudre, après on te dit qu'en fait c'est pas bien de les manger. On te fait croire à beaucoup de choses pour que tu surconsommes. On met à la mode des exercices super étranges alors que les exercices les plus simples sont les plus efficaces. Bref, tu sais plus qui croire et tu sais plus par où commencer. J'ai commencé la salle de sport à mes 18 ans, aujourd'hui j'en ai 21. J'ai appris énormément de choses et j'aurais aimé qu'une vidéo comme celle-ci existe. Je vais essayer de t'expliquer les choses le plus simplement possible. Je ne suis pas coach, mais franchement avec les résultats que j'ai, je pense que je suis en position quand même de donner 2-3 conseils sur comment se transformer physiquement, surtout à la salle de sport. Donc on est parti. Quand j'ai commencé à la base, je voulais juste être fit et je voulais avoir le même corps que les influenceuses les plus connues. Sauf que je me rendais pas compte premièrement de l'importance de la morphologie, j'avais aucune idée de quelle était ma morphologie. Je n'avais pas non plus d'échelle réaliste du temps que ça prendrait et je faisais encore moins attention à ce que je mangeais, et le peu de fois où je le faisais, je me rendais pas compte que je faisais n'importe quoi. Parce que les aliments sont tous différents, ont tous des rôles différents et il y a des façons de les consommer. On peut prendre l'erreur la plus commune qui est le fait de confondre qualité et quantité, donc le type d'aliment avec la quantité qu'on va ingurgiter. Beaucoup de gens confondent ces deux choses et pensent qu'une personne par exemple qui est en sèche ne va pas manger beaucoup, alors que ça va dépendre de l'aliment en question. Mais bref, de toute façon ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc commençons par le début, on va poser une base. Tu vas déjà commencer par trouver ta morphologie. Faut savoir qu'en trouvant ta morphologie et en l'acceptant, tu vas pouvoir viser des body goals, donc des objectifs physiques qui sont pertinents et qui sont surtout atteignables. Il y a des gens qui ont des physiques incroyables en faisant peu d'efforts. Il y a des gens qui ont des physiques qui vont être plus imposants en haut qu'en bas, d'autres plus imposants en bas qu'en haut. Des fois tu vas être dominant des quadriceps, des fois tu vas être dominant des fessiers, des fois tu vas être dominant des triceps, des fois des biceps, des fois tu vas avoir des abdos, des fois tu ne vas pas en avoir, ça va vraiment dépendre de ta morphologie. Et au plus tôt tu la trouves, au plus tôt tu es réaliste avec toi-même, au mieux en fait tu t'entraînes simplement. Et surtout, l'entraînement c'est vraiment dans la tête. Au début, je suis d'accord, on commence tous pour le physique, mais avec le temps, crois-moi que c'est pas ton physique qui te fait rester. Alors dans un certain sens, si, c'est ton physique qui te fait rester parce que tu dis que t'as énormément travaillé et c'est impossible pour toi d'arrêter parce que tu veux garder ce physique, mais avec le temps vraiment, quand tous les jours va falloir aller t'entraîner, quand ça dure 1h30, 2h, c'est mentalement en fait que tout va se jouer et tu vas te dire ah non mais moi je peux pas rater ma séance, c'est pas possible, je suis pas ce genre de personne, etc. Et si tu commences à te comparer à des gens qui n'ont pas la même morphologie que toi, ça va te pousser plus facilement à abandonner parce que tu vas te poser un objectif que tu n'atteindras jamais parce que vous avez pas le même type de corps et tu vas penser que c'est parce que t'es nul, parce que ça marche pas, parce que tu fais les choses mal, alors que non, c'est juste ta morphologie. Donc en ayant ta morphologie, tu vas pouvoir décider de ton objectif physique. Je pense que c'est quand même important d'avoir un objectif physique pour savoir où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on peut choisir une direction lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut qu'elle nous mène. J'encourage également de choisir des objectifs physiques de personnes qui ont à peu près les mêmes mensurations que toi, notamment par rapport à la taille. Une fille très grande n'aura pas le même physique qu'une fille petite. Pareil pour les hommes, on a aussi des gens qui ont le torse long, d'autres qui ont le torse court, et il faut aussi faire attention à ça, faut être quand même assez réaliste. On peut également tomber dans la dysmorphie, donc là je te préviens, même si en vrai on n'a pas besoin d'aller à la salle pour tomber dans ça, mais quand on va à la salle de sport, je trouve que c'est quand même assez dingue à quel point on tombe facilement dans la dysmorphie. C'est le fait de voir son corps, mais autrement que la réalité. Par exemple, moi en général, quand je vois mon corps, quand je vois des photos de mon corps, j'ai pas l'impression d'avoir des muscles, mais avec le temps, ça fait quand même 3 ans que je m'entraîne, je sais pertinemment que c'est dans ma tête. Donc même si mon cerveau a l'habitude de voir mon corps, me fait penser que mon corps est banal, je sais qu'il ne l'est pas, je sais que ça se voit que j'ai travaillé, etc. Mais c'est quelque chose qui est compliqué et je pense qu'avec le temps, on comprend. Moi, c'est en revoyant des photos de moi il y a 1 an et demi, 2 ans, où je me pensais vraiment claquée au sol. Quand je revois ces photos, je me dis, oh purée, j'étais bien, alors qu'à ce moment-là, vraiment, j'étais au bout de ma vie, enfin, je pleurais à l'époque.
l'époque pour des choses comme ça, donc bon, je ne pleure plus pour ça, mais ça je pense que c'est avec l'âge. En tout cas, la dysmorphie c'est quelque chose de très sérieux et ça va forcément t'atteindre à un moment. Tu vas faire des progrès, tu vas atteindre tes objectifs et tu vas quand même penser que c'est nul, que t'es pas assez, et les réseaux sociaux n'aident pas parce que tu vois des physiques, la plupart du temps, qui sont quand même assez exceptionnels, ou alors peut-être pas exceptionnels, mais voilà, c'est bien filmé, c'est le bon angle, et puis t'as que ça en fait dans tes pour toi, donc t'as que le must du must, et tu te compares à ce must du must, particulièrement lorsque t'es débutant dans ta première année. Tu peux pas te permettre de te comparer à des gens qui s'entraînent depuis 7 ans. C'est des choses auxquelles aussi il faut faire face. Faut essayer d'être réaliste au maximum pour pas tomber dans une spirale infernale et que ça te pousse à abandonner parce que tu penses que tu fais les choses mal. Ça nous mène directement au dernier point qui est le temps et la patience. Faut que tu te rendes compte du temps que ça prend d'avoir des résultats. Alors objectivement, moi, mes premiers résultats, je les ai eus au bout de 6-8 mois, mais je m'entraînais vraiment tous les jours pratiquement. Il y a des semaines où c'était 7 jours sur 7 et c'était quand même assez souvent que je faisais ça, et je faisais aussi très attention à ce que je mangeais. On ajoute à ça aussi la génétique, donc la génétique ne fait pas tout. C'est pour ça aussi que je vous encourage à prendre des photos avant et pas juste des photos après pour te rendre compte d'où est-ce que tu viens. Moi tout à l'heure je suis retombée du coup sur des vidéos de moi, de mon physique avant, et je me rendais pas forcément compte que je reviens quand même d'assez loin. Bref, ça prend du temps, donc entre 6 et 8 mois je pense que t'as tes premiers résultats. Au bout d'un an et demi, ça commence vraiment à se voir que tu fais du sport. Au bout de 2-3 ans, si tu fais pas comme moi et que tu fais pas des pauses de plusieurs mois où tu lâches ton alimentation, etc., en 2-3 ans tu peux vraiment avoir un physique de dingue. Donc quand t'as pas commencé la salle, dans ta tête 2-3 ans, je sais que ça peut paraître très long, mais une fois que t'es dedans, tu comprends rapidement que 2-3 ans c'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose. Surtout dans une vie, au plus tu grandis, au plus tu te rends compte que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce ne sont pas de longues périodes de temps, mais ça c'est qu'avec l'âge évidemment, que quand t'as 17 ans, tu dis 2 ans, 2 ans c'est presque, et voilà, tu calcules par rapport à ton âge, t'as pas vécu très longtemps et tu te rends pas compte que c'est pas grand chose. Enfin bref, avec l'habitude tu vas rapidement te rendre compte que 2 ans, avoir un physique incroyable, totalement changé, c'est une dinguerie. Donc je pense qu'en 1 an et demi, une personne qui se la donne peut totalement changer son physique. Encore faut-il le faire correctement du coup, parce que c'est pas parce que tu t'imposes énormément de règles et que tu vas à la salle tous les jours que tu t'entraînes correctement et que tu t'imposes les bonnes règles. La routine c'est la clé. On surestime énormément ce qu'on peut faire en 1 mois et on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an. Donc chapitre 2, l'alimentation, partie très importante, 75-80% de tout le travail ce sera dans ton assiette, parce que c'est l'alimentation qui fait l'esthétique de ton corps. C'est l'alimentation qui va définir ce à quoi tu ressembles. Déjà, on va aborder un point super important. C'est la différence entre le fait de perdre du gras, de prendre du muscle, de perdre du poids et de prendre du poids. C'est des choses qui sont différentes. Lorsque tu perds du gras, on appelle ça grossièrement une sèche. Une sèche, c'est lorsque tu as du muscle et que tu veux faire sécher le gras qui est sur ton muscle. On part du principe que tu as du muscle. Tu peux pas aller faire une sèche alors que t'as pas fait de prise de masse. Enfin, tu peux, mais tu vas ressembler à un squelette, littéralement, si t'as pas de muscle en dessous. Donc tu peux vouloir juste perdre ton gras. Dans ce cas, va falloir consommer des protéines et faire un déficit calorique. Attention, faire beaucoup de cardio à haute intensité ne te fait pas perdre de gras. Voilà, je pose ça là. Je vais t'expliquer pourquoi, mais dans la suite de mon raisonnement. Alors du coup, si tu veux prendre du muscle, va falloir que tu manges en surplus. Donc on appelle ça un surplus calorique. En fait, imagine toi et ton métabolisme basal. Donc ça, tu peux aller sur internet, taper calcul métabolisme basal, t'entres toutes tes informations et puis ensuite il te le donne. Ton métabolisme basal, c'est ce que ton corps brûle en une journée, sans effort particulier, sauf si t'es déjà quelqu'un qui fait du sport ou que t'es actif, etc. Ça, tu pourras l'entrer sur les sites internet, tu dois le préciser. Mais du coup, c'est ce que ton corps brûle sans que tu ailles forcément à la salle de sport. Maintenant, si tu veux faire une prise de masse, donc une prise de muscle, tu vas devoir manger 1 gramme au minimum de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu pèses 50 kg, tu vas devoir manger 100 grammes de protéines tous les jours et être en surplus calorique. Donc partons du principe que ton métabolisme basal c'est 1800 calories, va falloir que tu sois au moins à 1900, parce que c'est comme ça que ton corps va se dire ok, là elle est en train de pousser lourd, elle est en train de nous donner les protéines nécessaires, on peut se permettre grâce aux calories de venir remplir les fissures, parce que lorsque tu utilises tes muscles ils se fissurent, c'est pour ça qu'ils grossissent, parce qu'en fait ils se déchirent et ensuite la nourriture vient les remplir. Ils se déchirent, la nourriture vient les remplir et du coup ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Sauf que pour ça du coup il faut être en surplus calorique et il faut manger au moins 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Maintenant si tu veux faire une sèche, tu vas faire un déficit calorique, toujours en maintenant les protéines, parce que les protéines c'est ce qui vont maintenir tes muscles. Le but c'est pas de perdre les muscles. Si tu fais du cardio à haute intensité, ton corps va se débarrasser de tes muscles parce que c'est la chose qui prend le plus
plus d'énergie dans ton corps. Ce sont les muscles. Donc il va pas se débarrasser du gras. Les muscles, oui. C'est pour ça qu'il faut manger énormément de protéines. Là, je t'encourage vraiment à aller sur les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et faire du cardio à basse intensité. Faire du cardio à haute intensité, ça va renforcer ton cardio, donc ton système cardiovasculaire, mais ça va pas te faire brûler du gras plus vite. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à avaler, difficile à comprendre quand on commence le sport, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est les lois de la nature. Maintenant, si tu veux prendre du poids, faut juste que tu manges plus que ton métabolisme basal. Il n'y a pas d'histoire d'entraînement, il n'y a pas d'histoire de protéines. Et si tu veux perdre du poids, bah, peu importe ce que tu perds, l'important c'est de perdre le poids, donc que ce soit ton muscle ou ton gras, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Mais c'est pour ça que moi je trouve que perdre du poids et prendre du poids, c'est pas des choses qui sont forcément utiles. Moi, mon physique est devenu beaucoup plus sec, beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux, alors que j'ai pris du poids. Et pourtant j'ai l'air plus fine, en tout cas plus fit qu'avant. Voilà, avant j'avais l'air bien plus grosse ou fat ou grasse qu'aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui je fais genre 6 kilos de plus, et je suis même montée à un moment à 12 kilos de plus, mais bon, je suis redescendue puisque n'abusons rien non plus. Mais voilà, c'était mon explication assez simple. En gros, ce que tu dois retenir, c'est protéines, surplus calorique, déficit calorique. Maintenant, on va parler de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est manger mieux, mais pas moins. En fait, dans les supermarchés, ou en tout cas dans nos habitudes alimentaires, ce que nos parents, ou peut-être pas les tiens, bah tant mieux si tes parents ne t'ont pas fait ça, mais la plupart de nos parents nous ont appris à manger des choses qui sont surgelées. Tu vas chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc, chez Lidl, t'achètes tes frites surgelées, il y a juste des calories, du gras et du sucre brut dedans, c'est tout. Ça veut dire que tu vas manger beaucoup de calories, probablement la moitié des calories de ton métabolisme basal, mais tu vas encore avoir faim parce qu'en fait, ce sont pas de vrais nutriments. Tu manges pas de vraies pommes de terre, t'avales juste du gras et du sucre. Dans la vraie vie, si tu vas chercher tes pommes de terre, que tu les coupes et que tu consommes exactement la même quantité que tes frites surgelées, tu peux diviser par 4 le nombre de calories. Donc résultat, si ton frère ou ta copine mange 2-3 fois la quantité de frites surgelées que t'as, mais avec des pommes de terre nature, elle consommera ou il consommera moins de calories que toi. Et donc cette personne peut perdre du poids ou prendre du muscle et avoir un physique super harmonieux parce qu'il consomme des aliments bruts. On appelle ça des aliments bruts. Et en gros, c'est ça qu'il va falloir que tu intègres dans ton crâne, c'est qu'il faut que tu consommes des aliments brut. L'important pour l'instant, c'est pas forcément les quantités, mais c'est vraiment la qualité. Un hamburger fait maison, il va y avoir quoi, 600-700 calories dedans si t'abuses un petit peu. Un hamburger que t'achètes dehors, on va être sur du 1002 parce que ce ne sont pas de vrais aliments, ce sont des aliments qui sont transformés. Donc la question, c'est pas quoi, c'est comment, en matière en tout cas d'ingrédients. Du coup, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité parce que tu peux te permettre de manger 2 hamburgers faits maison et il y aura toujours moins de calories que dans un seul que t'as acheté au McDo, au Quick ou au KFC. Donc ça, c'est pour la base de la santé et pour que tu commences la salle de sport en te rendant compte que faut pas que tu t'affames, que tu manges des carottes et du poulet. Tu peux te permettre de manger des pâtes, tu peux te permettre de des fois manger des donuts que t'achètes dehors, tu peux. Si tu fais attention en général à ce que tu manges, et la façon la plus simple et la moins chiante de faire attention à ce que tu manges, c'est de manger des aliments bruts, des aliments naturels. Moi, je mange des pâtes, du poulet, des avocats, de la viande hachée et des haricots. Enfin, c'est très très simple et au moins je suis sûre de pas prendre de poids parce que, mis à part le poids que j'ai décidé de prendre, donc notamment avec mes protéines, etc. Et en même temps de pas avoir faim du tout, parce que j'ai pas faim du tout avec tout ce que je mange, parce que ce sont de vrais aliments, sans réellement te priver. Tu peux te faire des hamburgers, tu peux te faire des pizzas, etc. Mais il va falloir que tu les fasses chez toi. Donc maintenant on va parler de la sèche et de la prise de masse. Là tu vas manger moins, mais pas différent. Tu peux manger toujours ce même hamburger, mais en sèche, tu vas en manger un, alors qu'en prise de masse, tu vas en manger 2. Tu peux toujours consommer du skyr, mais en sèche, tu vas manger 150 grammes, en prise de masse, tu vas en manger 350, tu vois. C'est ça qui est bien avec le fait de comprendre comment sont faits tes aliments et quelle est la différence entre un aliment naturel et un aliment transformé, c'est que tu te rends rapidement compte que finalement, manger sainement, c'est facile quand t'arrêtes d'acheter du surgelé, des paquets de gâteaux, etc. Quand t'arrêtes d'acheter des choses transformées, en fait, tu te rends compte que les calories, bah, elles n'existent pas vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas avec du riz, des brocolis et du poulet que tu vas finir en surpoids. Non, c'est en mangeant dehors des aliments transformés parce que c'est que du gras, du sucre et pas de nutriments. Tu manges du plastique en gros, tu manges du plastique et du sucre, voilà ce que tu manges. Et c'est pour ça que tu prends du poids et que tu vois pas de résultat, parce qu'il y a pas de nutriments, il y a pas de protéines, il y a rien du tout dedans. Il y a juste des calories qui te font prendre du gras et qui te font avoir des problèmes de santé et voilà. En réalité c'est super simple hein, mais bon, faut du temps pour s'y faire. On va aussi parler de l'importance des glucides. On a comme exemple les pâtes, le pain. Bon, on va regarder sur internet tous les glucides parce que moi à part des pâtes et du pain, je mange pas de glucides. Et globalement, c'est quelque chose qui a été diabolisé parce que c'est pas, il y a eu une mode des filles d'éviter de manger des glucides
parce que ça ferait grossir. La seule raison qui justifie le fait de pas manger de glucides, c'est d'être intolérant aux glucides, mais je suis pas sûre que ça existe, donc peut-être intolérant au gluten. Pendant plusieurs mois, j'ai mangé du pain sans gluten et c'était très bon. Mais bref, c'est important pour l'énergie en fait. C'est ce qui donne de l'énergie à ton corps. Boire un energy drink ou un Red Bull ne suffit pas et c'est même mauvais pour la santé, c'est mauvais pour ton cœur. Donc manger des glucides avant d'aller t'entraîner, c'est important. Même en perte de poids, c'est important d'avoir des glucides pour que ton corps ne tombe pas en fait, ne s'effondre pas. J'ai jamais été aussi fatiguée et aussi incapable de m'entraîner que lorsque je n'en consommais pas. Maintenant, on va parler de mes repas et de ma liste de courses. Donc ma liste de courses, alors je l'ai notée quelque part. Voilà, donc je te mets une image à l'écran de ce que je consomme. Je vais globalement t'expliquer, bon, très rapidement pourquoi, d'accord? On commence par le début. Le café, c'est parce que c'est mon plaisir, voilà, j'aime bien boire du café. C'est le truc qui me fait kiffer. Et souvent, je l'utilise pas pour me réveiller, je le bois en général entre 10h et 15h. Voilà, c'est un petit kiff. Bon là, il fait nuit, mais laissez-moi tranquille. C'est mon plaisir, on va dire, c'est mon plaisir coupable, ok? Et c'est bon le café des fois, voilà, quand t'es fatigué, parce que moi je prends pas de pré-workout. Le pré-workout c'est un complément alimentaire, on va dire, qui fait que, en fait c'est comme un Red Bull. Voilà, le pré-workout, si t'en prends trop, c'est super dangereux pour la santé, ça peut être addictif. Tu peux développer l'incapacité d'aller t'entraîner si t'as pas de pré-workout, parce que c'est quelque chose qui excite énormément. Moi j'en ai pris quelques fois dans ma vie et franchement bah c'est pas nécessaire, c'est trop fort. Et un jour j'ai tremblé contre ma barre de squat parce que bah je pense que j'en avais pris un petit peu trop, mais bref. Du coup moi je préfère boire du café, même si en général je le bois pas avant d'aller à la salle parce que je n'y pense pas. Ensuite les œufs, bah les œufs je mange ça le matin, j'en mange 3 ou 4 avec du blanc de poulet. Le blanc de poulet je sais que je l'ai pas mis dans ma liste de courses parce que bah j'en mange pas tout le temps en général, mes œufs me suffisent. Dans un œuf il y a 6 grammes de protéines, donc moi je fais toujours mon calcul, hein, 3 fois 6 ou 4 fois 6 et puis voilà. Ensuite le jus de cranberry c'est quelque chose que je buvais énormément quand j'étais en Australie, c'est quelque chose qui est très bon, qui est bon pour la santé également, et en général je mets ma créatine, mon collagène et je prends mes autres compléments alimentaires avec un verre de jus de cranberry. Ensuite des pâtes, moi je consomme énormément de pâtes, c'est dans mon ADN, je vais pas mentir, moi j'ai grandi à côté de l'Italie, donc j'ai grandi dans le sud-est de la France, manger des pâtes c'était matin, midi, soir, et ça n'a pas changé, c'est incroyable et c'est facile, et puis je les digère bien. Ensuite on a les carottes, alors les carottes c'est pas parce que je suis un lapin, c'est vraiment juste parce que j'aime bien en manger avec du cottage cheese. Bon vu le prix que ça coûte je vais arrêter d'en acheter. Le cottage cheese c'est du fromage protéiné, donc j'aime bien manger des carottes avec du cottage cheese, je trouve ça bon et puis ça m'évite de manger des chips ou des M&M's. Ensuite on a du poisson, bon j'ai intégré récemment le poisson parce que je mangeais énormément de poulet, donc j'ai commencé à acheter de la viande hachée et du poisson pour l'oméga 3, enfin pour la santé quoi. C'est important de varier, on n'a pas besoin de varier énormément mais on essaie quand même d'avoir les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Donc viande rouge, poulet, riz complet, alors je vous mens pas que j'en ai pas consommé depuis que je suis rentrée de Malaisie, donc c'était il y a 6, 7, 8 mois. Mais voilà, riz complet, si jamais t'aimes pas les pâtes, bah tu peux consommer du riz complet, puisqu'en fait le riz blanc c'est du sucre, voilà. Donc je conseille pas de manger du riz blanc. Je pense que les pâtes c'est pareil, mais bon les pâtes je suis trop amoureuse de ça. Ensuite les brocolis, voilà c'est un légume que tu fais cuire en 5 minutes dans de l'eau chaude. C'est facile à mettre n'importe où, ça a pas de goût, c'est bon pour les fibres, voilà ça fait la touche de verdure. Des myrtilles c'est bon pour le cerveau, donc moi j'en mange en général quand je vais à l'école, sur le chemin j'en achète une boîte, ça coûte cher aussi, franchement ça coûte 3 € la petite boîte là. Ça c'est surtout pour mon cerveau. Ensuite Activia kéfir, donc ça aussi j'en bois 1 à 2 gorgées tous les matins pour le transit, c'est important d'avoir une bonne santé digestive. C'est aussi pour ça que je consomme pas de protéines en poudre, parce que mon corps ne supporte pas, enfin j'ai jamais été aussi ballonnée et ça faisait vraiment très mal que lorsque je consommais des protéines en poudre. Côté cheese du coup voilà, tortilla, les tortillas parce qu'en fait en gros moi j'aime bien mettre de l'avocat, de la viande hachée, des haricots rouges et boum je vais faire ma tortilla. Je m'en fais plusieurs, comme ça je les fais cuire la journée et puis j'ai juste à les déguster. Beaucoup de protéines, peu de calories et c'est cool. Enfin, peu de calories avec un avocat dedans, pas peu de calories mais en tout cas c'est bon pour les muscles. Et voilà, globalement c'est tout ce que je mange. On peut voir que c'est assez simple et on n'a pas besoin de faire très compliqué non plus. En général, je mange du poulet et des pâtes. Voilà, c'est vraiment ce que je mange tous les jours. Des œufs, du poulet, des pâtes, mes compléments alimentaires et on s'arrête là. Donc pour ceux qui se demandent quel complément je prends du collagène pour l'élasticité de la peau. Pour 30 ans, bah, je me retrouve pas avec une peau fatiguée, etc. Donc ça c'est purement pour la peau. Ensuite, j'ai commencé à prendre des électrolytes. Les électrolytes c'est pour garder une bonne hydratation de mon corps. Je trouve que c'est important, je transpire beaucoup, je fais beaucoup de sport, donc c'est important que je reste hydratée, même si je bois déjà beaucoup d'eau. Ensuite de la créatine, donc là j'ai commencé à en prendre, ça fait 3 à 4 jours. La créatine j'ai jamais vraiment vu de différence avec quand j'en prenais et quand j'en prenais pas. Mais bon l'important c'est que j'espère que ça va fonctionner. De toute façon s'il y a des résultats j'en parlerai dans ma story Instagram ou sur TikTok. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles me follow et que tu t'abonnes également à ma chaîne YouTube. Et ensuite je suis en train de
finir des cachets de fer parce que je fais de l'anémie depuis que je suis petite. Je suis en manque de fer en gros et donc je consomme ça pour ça. Et ensuite dernière chose, du CMOS, donc je mets une photo juste ici. Ça je sais plus à quoi ça sert mais globalement ça aussi c'est pour ma peau, c'est pas pour le sport. Donc voilà, ça c'est tous les compléments alimentaires que je consomme et pourquoi. Une petite aparté en rappelant que les compléments alimentaires complètent l'alimentation. Si t'as une alimentation qui est catastrophique, c'est un conseil, ne prends pas de compléments alimentaires, tu vas juste gaspiller tes sous parce qu'en plus ça coûte cher. Pourquoi est-ce que tu vas gaspiller ton argent dans un complément qui ne complémente rien ? Tu vois, c'est juste de la logique, après tu fais ce que tu veux évidemment hein. Voilà, moi j'aurais aimé qu'on me le dise franchement comme ça pour que je gaspille pas mon argent, surtout quand j'avais 18 ans quoi, c'est pas comme si j'en avais beaucoup. Ceux qui se demandent où est-ce qu'on peut acheter des compléments alimentaires de qualité, vous avez les sites donc Bulk, MyProtein, Nutrimuscle, Life Pro. Après il y a aussi sur Amazon énormément de compléments alimentaires. L'important je pense que c'est pas forcément d'où est-ce que ça vient parce que dans l'ensemble, si tu veux de la vraie qualité, ça va être des compléments qui vont coûter bien plus cher que les marques que je viens de citer. Et l'important c'est la régularité en fait. Parce qu'avec le temps, premièrement, tu vas te rendre compte de si ça sert à quelque chose ou non. Et secondement, si t'en prends juste pendant un mois, ça va pas faire de différence. C'est toujours la régularité l'important, que ce soit pour l'entraînement, pour les courses ou pour autre chose. La régularité, c'est ce qui fait que t'as des résultats. C'est pour ça que moi, le collagène, je commence à en prendre dès maintenant parce que je compte en prendre pendant des années. Je m'attends pas à avoir des résultats dans 3 mois. Chapitre 3, l'entraînement. Fais abstraction du chien qui est derrière, qui est en train d'aboyer. Donc, construire ton corps et ta discipline. La plus grosse erreur que je vois, c'est trop en faire ou mal faire. Donc au début quand tu commences c'est normal de mal faire, tu connais pas les exécutions, t'as pas l'habitude, c'est la vie et souvent les gens confondent le fait de beaucoup s'entraîner avec le fait de bien s'entraîner et c'est quelque chose que je vais essayer de déconstruire dans ce chapitre. Déjà je vais te faire part des 4 choses qui peuvent totalement bousiller tes résultats. Premièrement le manque de sommeil, deuxièmement le surentraînement, troisièmement l'alcool et quatrièmement le manque d'hydratation. On commence par le début, le manque de sommeil. Si tu ne dors pas, ton corps ne se régénère pas. Faut savoir que lorsque tu t'entraînes, lorsque tu fais un effort, c'est pas là que tes muscles créent le muscle. Reste avec moi, on va y arriver. C'est pendant que tu dors, c'est pendant que tu te reposes que ton corps se régénère. Donc c'est là que vraiment la transformation physique s'opère. Si tu ne dors pas, ou que tu dors mal, bah ça va pas se passer. Parce que ton corps sera pas en mode repos. Enfin, ça prend énormément d'énergie à un corps humain que de construire des muscles. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est un peu une dinguerie. Donc il faut que tu dormes bien et que tu dormes suffisamment. Ceux qui dorment 4-5 heures par nuit, je sais pas comment vous faites, hein. Déjà premièrement parce que moi je suis à KO, mais surtout, si tu t'entraînes beaucoup et que tu manges bien, ça serait bête que tu gâches tout parce que t'arrives pas à dormir 7-8 heures par nuit. Surtout qu'en vrai c'est pas très compliqué, hein. Tu mets à la poubelle 1 ou 2 heures de scrollage sur TikTok et c'est réglé. Ensuite, le surentraînement, c'est pas parce que tu t'entraînes beaucoup que tu vas avoir beaucoup de résultats. Le surentraînement, encore une fois, ça met en péril quoi? Ça met en péril le repos et donc la récupération. Et si tu récupères pas, t'es pas prête pour l'autre séance. Donc en fait tes muscles ne se sont pas remis du tout. Bon, en vrai c'est la récupération, du coup c'est la même chose. Si tes muscles ne récupèrent pas, ils peuvent pas encaisser l'autre séance. Et en fait il y a un moment donné où tu vas juste avoir une blessure. Et quand tu vas avoir une blessure, tu vas te retrouver comme moi pendant 3-4 mois incapable de t'entraîner. Et là tu vas avoir le seum parce que tu vas perdre tous tes efforts. Ensuite, l'alcool. Bon, l'alcool franchement, je vais même pas m'étaler. Tout le monde sait pourquoi l'alcool c'est mauvais pour la santé. Tu fais ce que tu veux avec cette information. La dernière chose, ça va être le manque d'hydratation. Le corps est composé à 70% d'eau. Tu transpires énormément quand tu fais du sport, que ce soit le cardio ou la musculation. Ton corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement, faut qu'il reste hydraté. Surtout quand tu transpires beaucoup. C'est une chose à laquelle j'avais pas fait attention quand j'ai commencé à m'entraîner. C'était la quantité de transpiration que j'émettais. Et quand t'as pas fait de sport pendant des années, c'est vraiment une chose à laquelle tu penses pas, à quel point tu transpires. Parce que tu transpires pas assez pour que ça ait un impact sur ta santé. Mais quand tu fais 5-6 entraînements par semaine ou pendant 1h30, 2h, tu transpires, tu te rends rapidement compte que faut commencer à boire plus d'eau parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Ah voilà, l'eau transporte les nutriments vers les muscles, élimine les déchets et régule la récupération. Si tu bois pas assez, ton entraînement devient moins efficace, moins de force, t'as des crampes, perte de concentration. La déshydratation même légère peut réduire tes performances de 20 à 30% et souvent la fatigue qu'on ressent c'est juste de la déshydratation et moi franchement pour l'avoir vécu quand je buvais pas assez d'eau j'avais des migraines de zinzin et j'arrivais pas à me concentrer en cours. D'ailleurs pour l'alcool j'ai trouvé ça ralentit le métabolisme et ça empêche le corps de synthétiser les protéines. Voilà, et en plus ça te fait gonfler. Maintenant, on va parler de l'importance de l'exécution par rapport au poids. C'est une chose que peu de personnes, encore une fois, veulent accepter. Mais en fait, il faut que tu te dises que quoi qu'il arrive, le poids va évoluer. Avec le temps, quoi qu'il arrive, tu vas prendre en muscle, ton corps va s'habituer à ce que tu es en train de soulever. Il va ressentir le besoin de soulever plus lourd. Parce que tu vas dire, ah, c'est trop facile. Par contre, l'exécution, c'est quelque chose qui non seulement peut te blesser, mais en plus quelque chose qui peut t'assurer de ne pas faire évoluer la partie du muscle que tu penses être en train de travailler. On va prendre l'exemple le plus courant, le RDL, le Romanian Deadlift. C'est un mouvement
qui fait galérer tout le monde. C'est-à-dire que quand t'es débutant, le Romanian Deadlift, le RDL, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Parce que c'est une posture qui est pas forcément super naturelle et parce que ton corps a envie de faire de haut en bas alors que normalement c'est de l'avant à l'arrière, mais bon, bref. Ce mouvement cible soit les fessiers, soit les ischios, donc il y a une version du mouvement dans laquelle tu gardes les jambes tendues et l'autre dans laquelle tu plies. Il y a une version du mouvement dans laquelle les haltères ou la barre restent au niveau des genoux et une autre version où ça descend presque aux chevilles. Et si tu les fais mal, tu ne cibles pas la bonne partie du corps, donc au final, tu perds ton temps et t'as pas de résultat. Après tu dis oh pourquoi est-ce que ça marche pas, pourtant je le fais bien. Non, tu le fais pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand tu mets trop lourd, tu peux pas exécuter correctement un mouvement si t'avais pas déjà le mouvement correctement exécuté. Voilà, j'espère que ça a du sens, mais quand tu mets lourd, je te mets au défi de le faire, tu te blesses, ou tu le fais très mal parce que c'est trop lourd et que tu peux pas te permettre, surtout le Romanian Deadlift, faut avoir le dos droit, faut garder les épaules en arrière, si les poids sont lourds, tu vas faire mais n'importe quoi. Je sais que c'est dur, quand t'arrives à la salle c'est gênant, t'as la barre où il y a pas de poids dessus, tu te dis what the fuck, les gens vont penser que je suis nulle, mais on a tous commencé là, voilà, et ceux qui ont pas commencé là, c'est des gens qui faisaient déjà énormément de sport avant, donc ils en ont rien à faire de ce que tu fais. Ensuite, ne pas être gêné à la salle de sport. Alors moi, quand j'ai repris la salle, parce qu'en fait, il y a un moment, plusieurs moments, où je ne me suis pas entraînée pendant des mois. Quand tu ne t'entraînes pas pendant des mois et que tu reviens, évidemment que tu n'as pas les mêmes performances. Et moi, je vais prendre l'exemple des tractions. Les tractions, quand j'ai commencé à la salle, c'est quelque chose que j'ai eu très rapidement, genre en 7 mois, je faisais 7 tractions. Ce qui est quand même assez fou, parce que les femmes, en général, ont un peu de mal à faire les tractions, etc. Bon bref, on va dire que j'avais un point fort d'eau et que j'étais très légère. C'est pas la question. J'ai repris le sport quand je suis revenue, donc au mois de avril-mai 2025. Et quand j'ai repris le sport, quand je vous dis que la traction, je n'ai pas, c'est pas... Même avec l'élastique, j'avais du mal, parce qu'en fait, j'avais pris genre 10-12 kilos. Alors certes, il y avait du muscle, mais j'ai pas entraîné mon dos pendant des mois et en plus je suis lestée de 10-12 kilos. Donc c'était quand même assez compliqué psychologiquement en fait de vouloir me réentraîner aux tractions parce que c'était trop gênant. J'avais l'impression d'être une plouque qui galérait à faire des tractions alors que avant j'arrivais à la salle, je m'échauffais les épaules et boum, je sautais, je faisais une traction et tout. Ça c'est de l'ego et faut pas laisser l'ego t'empêcher d'aller t'entraîner et de reprendre à zéro. Voilà, c'est facile à dire, difficile à faire, je sais, mais c'est un très bon conseil que je te donne. Mieux vaut t'entraîner en ayant des performances nulles que ne pas t'entraîner parce que tu trouves que t'es gênant ou gênante. Ensuite on a la régularité. Je pense que c'est important pour être sûr d'être régulier, de s'avouer combien de temps est-ce qu'on est prêt à accorder à la salle. Tu vas voir sur les réseaux sociaux des gens qui en ont fait leur métier, qui s'entraînent 5, 6, 7 fois par semaine. Bon 7 sur 7 je conseille pas, mais bref, qui en ont fait leur métier, qui s'entraînent énormément de fois. Et toi tu vas essayer de matcher le nombre de séances, l'intensité, en disant que si tu fais comme eux, tu vas bien t'entraîner, etc. Et c'est là où le fait que beaucoup s'entraîner ne veut pas tout dire, mais bien s'entraîner veut tout dire, entre en jeu. Tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, bien manger, bien t'entraîner, et avoir plus de résultats qu'une personne qui s'entraîne 6 fois par semaine. Et je sais que c'est compliqué de se le dire, surtout quand on est débutant et qu'on n'y connaît rien, mais je te garantis que c'est vrai. Tu peux t'entraîner 3-4 fois par semaine, correctement, pendant 1h à 1h30, et avoir plus de résultats qu'une personne qui passe 3 heures à la salle 6 fois par semaine. Parce que c'est pas tant le temps que tu passes, mais bien la qualité et l'investissement que tu mets. Si tu manges très bien, t'as pas besoin de te prendre la tête pour très bien manger. Je t'ai déjà expliqué que c'était les aliments bruts et les protéines, c'est assez simple, tu bois de l'eau et c'est réglé. Mais du coup la régularité, c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats relativement rapidement. Tu vois, si t'es régulier pendant 2-3 ans, t'as un physique de zinzin. Et tu peux être régulier en t'entraînant 4 fois par semaine et en mangeant juste très bien. Voilà, c'est tout. Le fait de t'avouer que tu ne peux passer que 3-4 jours par semaine à la salle, ce qui est déjà bien quand t'es une personne occupée, va t'aider à être régulier parce que tu vas pas te fixer des objectifs inatteignables et du coup tu vas pas abandonner, tu vas pas te sentir stressé parce que t'as raté une séance, etc. Ensuite, on va parler des deloads, donc en gros c'est des pauses où tu baisses tes poids, voire où peut-être tu t'entraînes juste pas du tout. C'est des pauses qui peuvent durer 1 semaine à 1 mois, voire plus. Encore une fois, c'est là où l'alimentation va énormément entrer en jeu. Tu peux ne pas t'entraîner pendant un certain temps, mais toujours bien manger pour conserver tes muscles, toujours bouger, donc aller marcher, faire du vélo, etc. Et garder relativement le même physique. Alors quand tu vas revenir à la salle, t'auras peut-être pas les mêmes perfs, mais le physique sera toujours là et t'auras pas tout perdu. Le deload, techniquement, c'est juste le fait de baisser ses poids. On va prendre l'exemple des femmes avec les règles. Dans le mois, le moment où t'as tes règles, soit t'as vraiment très mal et donc tu ne peux pas t'entraîner de la semaine parce que t'es KO, parce que c'est la vie, c'est les hormones, soit tu vas faire du deload. Au lieu de faire tes meilleurs perfs et de mettre lourd comme d'habitude ou de mettre un poids normal, tu vas mettre un poids plus léger, exprès, pour te permettre en fait de récupérer aussi. La récupération, encore une fois, c'est important. Faut pas penser que parce que tu mets plus léger que d'habitude, alors t'es plus nul ou alors t'as régressé. Des fois ton corps se sent pas, des fois t'es fatigué, et souvent quand tu sens que t'es vraiment KO, c'est le moment où
une petite lumière doit s'allumer dans ton cerveau et tu dois te dire ok, ça c'est le deload, ça c'est le moment de deload, tu vois. Faut vraiment que tu retiennes ça parce que la culpabilisation derrière le fait de pas toujours réussir à faire des perfs incroyables, elle est très présente. Moi dans ma vie, elle a été très présente. Il y a des fois où je mets 140 au hip thrust et des fois où je mets 100 et je suis là en mode pourquoi j'ai mis 100 et tout. Bah parce que t'es KO, parce que t'as tes règles. Voilà, c'est la vie. Et puis des fois t'as pas tes règles, des fois t'es juste un mec fatigué et c'est la vie, des fois ton corps est fatigué. Et tu dois écouter ton corps. Tu dois pas regarder autour, te dire oh mais les gens vont voir que j'ai mis 40 kilos. Tout le monde s'en fout. Et toi aussi tu devrais t'en foutre. Si tu fais les choses bien, c'est important. L'objectif c'est pas d'être parfait et d'avoir les meilleures performances de toute la salle. L'objectif c'est d'être là à chaque fois qu'on a dit qu'on serait là. Maintenant le dernier chapitre ça va être la motivation et comment faire pour rester motivé. C'est mon sujet préféré parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus deep que juste le fait de savoir bien manger, de savoir bien s'entraîner, etc., etc. Si tu te dis des choses comme j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, je sais pas quoi faire, j'ai honte de mon corps, c'est trop cher, je perds vite la motivation, je suis trop nulle, je veux être en forme avant de commencer, je m'ennuie vite, je commence lundi, donc tu remets ça plus tard. Oui, j'ai écrit une liste et je l'ai citée. C'est simplement parce que je pense que t'as pas le bon pourquoi. T'as pas une vraie raison derrière le fait de commencer la salle ou de commencer le sport. Chose que je comprends, moi j'ai voulu commencer à la salle à 14-15 ans, au final je l'ai fait à 18. Bon alors moi c'était surtout parce que ma mère voulait pas que j'aille m'entraîner, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais globalement je comprends le pourquoi parce que j'aurais pu forcer, etc. Et bah souvent tu remets ça à plus tard, tu te dis ouais mais là je peux pas, mais là je suis trop fatiguée, etc., etc. Si tu fais ça pour juste avoir un beau physique, pour que les gens voient que t'es un beau physique, évidemment que tu vas jamais avoir la motivation le jour où tu auras la flemme. Ton cerveau il va pas se dire ah bah tiens c'est pour plaire à son crush, allez on y va alors qu'on n'a pas du tout envie d'y aller. Évidemment que non. Après le travail t'es fatigué, évidemment que tu vas pas aller t'entraîner si c'est juste pour faire une story Instagram à la salle. Mais évidemment que tu vas pas y aller. C'est pour ça qu'au début de la vidéo j'ai dit que c'était surtout mental parce que le sport avec le temps ça devient vraiment quelque chose, enfin avec le temps en vrai même quand tu commences c'est psychologique. Tu sais beaucoup de gens commencent la salle de sport parce qu'on leur a brisé le cœur. Parce qu'ils ont quelque chose à se prouver et que à travers la souffrance physique, souffrance entre guillemets évidemment, tu peux te prouver les choses, tu peux te prouver énormément de choses, tu peux te prouver que t'es capable. Quand tu mets ton avant-après, ça te fait un truc parce que tu te dis purée, j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça et ça c'est grâce à toute ma dedication, en français je sais pas comment on dit, toute ma dévotion, mais je crois que c'est pas exactement la traduction, grâce à toute l'énergie que t'as mis, grâce à tous les efforts que t'as fait, que t'as fourni pour pouvoir avoir cette transformation, t'as changé en fait, mentalement t'as changé, t'as renforcé ton esprit, tu t'es poussé même quand tu voulais pas, t'as développé de nouvelles bonnes habitudes, t'as mis de côté toutes celles qui étaient mauvaises et profondément en fait la salle de sport c'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est pas juste un truc que tu fais à côté de ta vie, c'est un truc qui est dans ta vie. Tu vas boire beaucoup d'eau, tu vas changer ton alimentation, tu vas passer énormément de temps à la salle de sport, tu vas t'intéresser à de nouveaux sujets et en fait tu vas changer, tu vas simplement changer parce que c'est un mode de vie. Et quand tu vois le avant-après, ça te fait un truc et c'est ça en fait qui va te pousser. Quand t'es à la salle et que t'as pas envie de faire la dernière répétition du coup pour ceux qui ne savent pas, t'es là, tu regardes tes haltères, tu te dis non j'ai pas envie de faire la dernière rep, je suis trop fatiguée et tout, et tu te dis mais si en fait je suis venue ici pour ça et puis voilà tu l'as fait, enfin bref. Faut que tu te dises que tu mérites des choses et que avoir un beau corps, un corps qui te fait sourire quand tu le vois le matin, qui te rend fier parce que c'est une preuve du travail et du respect que t'as pour toi-même, bah c'est le minimum. Voilà. Moi aussi je me dis que quand j'aurai l'âge de ma mère, donc 55 ans, bah, j'ai envie d'être capable de courir avec mes enfants, j'ai envie d'être capable de porter mes courses, j'ai envie d'être capable à 70 ans de me baisser si je fais tomber un truc, et mentalement ça fait vraiment du bien quoi. Quand t'es au bout de ta vie, tu vas à la salle, enfin ça te vide l'esprit. Quand tout s'effondre autour de toi mais que t'as quand même fait ta séance et que t'as quand même mangé ton quota de protéines, je te promets que ça te fait un truc, hein. T'es vraiment content genre. Donc en conclusion, ce que j'ai compris c'est qu'un corps fort vient d'un esprit fort et que la salle c'est juste un miroir de ta vie. Discipline, patience et l'amour que t'as pour toi. Donc je t'ai déjà montré ce que je mangeais, je t'ai montré mes entraînements, et donc la dernière chose que je te dirais c'est de te souvenir que t'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour commencer, t'as juste besoin de commencer.